Bonjour à chacun, je présente une courte vidéo pour relire et revoir le début de chapitre qui concerne les acides et les bases en terminale spécialité. Tout peut commencer par la théorie de Brønsted-Lowry et qui dit que un acide, alors très formellement on peut le représenter comme ça, un acide par nature est capable de céder un proton. Donc lorsqu'on écrit une demi-équation avec un égal, on remarque que l'acide que j'ai dessiné, AH, va céder un proton H+, à une espèce qui est sa conjuguée, en savoir sa base. Donc on appelle ça la base conjuguée. Donc là, très formellement, on l'écrit A-. Alors on l'appelle H+, un proton, car un atome d'hydrogène possède un proton en son noyau, autour duquel pourrait graviter un électron. Et lorsqu'on arrache cet électron, on se retrouve simplement avec un proton. Donc l'atome d'hydrogène devient alors, en écriture, le proton H+. Donc on dit H+, ou proton, c'est équivalent. Tout ceci forme un couple. En l'occurrence, quand on a un acide, il est accompagné formellement par sa base conjuguée. Donc pour représenter les couples, on met un slash, on met l'acide à gauche par convention et la base à droite. Un petit exemple, un des acides les plus connus, c'est un acide faible, l'acide éthanoïque, CH3COH, qu'on retrouve dans le vinaigre notamment. Alors, on reconnaît ici la fonction acide carboxylique COOH qui peut se développer comme ceci. Donc on dit fonction acide carboxylique et on dit également, suivant les questions posées, groupe carboxyle. Donc COOH est un groupe carboxyle, c'est un acide faible et si vous regardez par rapport à la théorie, c'est ce proton-là qui va se détacher pour former la base conjuguée. Donc lorsque j'écris l'acide éthanoïque en demi-équation, acide-base, l'acide éthanoïque est à gauche, il a cédé son proton à sa base conjuguée, et on regarde ce qui manque, il manque CH3COO, et pour équilibrer les charges, on voit qu'il faut rajouter le moins. Donc ici on a un ion qui s'appelle l'ion éthanoate, et c'est la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Si on écrit le couple acide-base correspondant, on va écrire CH3COH slash CH3COO-. Donc voilà, en termes d'écriture formelle, une demi-équation. À chaque demi-équation, on a un couple acide-base qu'on peut écrire sous la forme formelle avec un slash entre les deux. Voilà pour la théorie de Brønsted sur les acides. Il y a exactement le contraire. En l'occurrence, si je prends une base, je vais faire directement un exemple. Une des bases les plus connues, il s'agit par exemple de l'ammoniac, qu'on appelle NH3. On rappellera que l'atome d'azote peut échanger 3 liaisons covalentes. Donc par exemple, en représentation de Lewis, NH3 s'écrit comme ceci, avec un doublé non-liant. Donc là, il faut revoir les structures électroniques pour retrouver ça. Et c'est censé être une base. Donc autrement dit, une base est capable de capter un ou plusieurs protons. Alors, en l'occurrence, c'est un proton H+. On met le égal et par déduction, si vous ne connaissez pas son acide conjugué, on va le retrouver quand même parce que NH3 et H+, ça fait NH4+. Donc NH4+, c'est l'ion ammonium. Alors, il est toujours bon de connaître en fait quelques noms pour les ions les plus répandus. Donc par exemple, l'ion ammonium, c'est un ion qui est assez connu. Ça, c'est l'ammoniac. Alors initialement, c'est un gaz, mais souvent, bien sûr, on l'utilise en solution aqueuse. Donc a priori, ça fonctionne en termes d'acide-base. Pour le couple acido-basique correspondant, on va donc écrire d'abord l'acide. Faites attention, c'est souvent un piège. Beaucoup d'élèves mettent d'abord NH3 parce que ça leur paraît plus logique. Mais en fait, l'acide, c'est NH4+, slash NH3. Donc voilà pour le couple de l'ammoniac, qui est une base faible. On verra plus tard pour le côté faible ou fort en ce qui concerne les acides-bases. On va faire un petit aparté en page suivante sur quelques cas particuliers. Alors, par exemple, en termes de nomenclature, pour ceux qui ont oublié, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser complètement, une chose sur laquelle on ne peut pas revenir incessamment. Notamment, c'est les nominations, la nomenclature en fonction du nombre d'atomes de carbone. Donc là, je vous fais les 6 premiers. Donc, par exemple, pour des chaînes linéaires carbonées, il faut connaître absolument par cœur tous les préfixes. Donc, pour un carbone, en général, c'est met.
2 carbone, c'est typiquement éthanoïque, éthanol, des choses comme ça. Pour 3 carbone, c'est propre. Pour 4, c'est butane, etc. 5 carbone, évidemment pente, on pense à pentagone. Et le dernier, hex, comme hexagone en maths. Donc en tout cas, ces 6 préfixes-là, vous les apprenez. Si vous ne les maîtrisez pas, il faut absolument connaître ça. Donc par exemple, si je vous dessine un composé chimique très simple, en semi-développé comme ça, alors que reconnaît-on? Eh bien, on reconnaît le groupe carboxyle. Donc là, on a affaire à un acide carboxylique, donc acide, et en terminaison, on a toujours oïque. Et après, tout dépend de la chaîne, s'il y a des ramifications, etc. Et là, on n'a pas de ramification, on a une chaîne linéaire. Alors, le patron, c'est lui. Là, c'est le numéro 1, il ne faut pas l'oublier, c'est le carbone fonctionnel. Là, il y en a 2, deuxième, troisième, quatrième. Donc, vous avez un acide à 4 carbones. Donc, si vous regardez bien pour le préfixe, on va dire butanoïque. Donc, voilà pour l'exemple très simple. Donc, en nomenclature, essayez de régler le problème, apprenez ça vraiment par cœur, parce qu'on va avoir beaucoup de molécules à nommer qui sont de plus en plus complexes, avec de plus en plus de règles à connaître. Donc, c'est vraiment à maîtriser. Un dernier cas qui a été abordé en cours dans la séance précédente, c'était le cas de l'eau. Alors l'eau est habituellement utilisée comme solvant dans la plupart de vos expériences cette année. Il y a bien sûr plein d'autres solvants, mais il est vrai qu'au lycée, on travaille beaucoup en solution aqueuse. Et la molécule d'eau a une particularité. Alors c'est le solvant, donc on ne met jamais aqueux entre parenthèses, on met toujours liquide. Et il se trouve que l'eau est capable, selon la situation, en permanence, de capter un proton. Donc si l'eau capte un proton, c'est une base. Et de l'autre côté, on va avoir son acide conjugué, H3O+. Alors retenez son nom parce que c'est un des plus connus. C'est l'ion oxonium, c'est un acide fort. Et là, on voit apparaître effectivement un couple acide-base. Alors, comment l'écrit-on? On écrit H3O+, slash H2O. Et on remarque que l'eau est une base dans ce cas de figure. Mais l'eau étant solvant, elle peut aussi partager différemment le proton. Et justement, elle peut en l'occurrence le céder, ça c'est tout à fait possible. Et on remarque que l'espèce conjuguée, par déduction, vous allez rencontrer HO-. Alors HO-, il faut connaître son nom par cœur, c'est l'ion hydroxyde qu'on retrouve dans les bases fortes. Donc là, c'est une base. Et là, vous vous rendez compte que l'eau va jouer le rôle d'acide en l'occurrence. Donc le couple correspondant est celui-ci. On appelle ça les deux couples de l'eau. On se rend compte que dans le premier cas, l'eau joue le rôle de base. Et dans le second cas, elle joue le rôle d'acide. Elle est capable de jouer ces deux rôles en même temps, de façon concomitante. Ça porte un nom. On dit que c'est une espèce amphotère. J'écris juste le terme. On dit un ampholyte ou une espèce amphotère, donc c'est-à-dire qui est capable de jouer les deux rôles en même temps. En l'occurrence ici, acide et base, c'est une des particularités de l'eau dans ce cas présent. Donc retenez bien tout ça. Ce qui est présenté en 2 pages, c'est vraiment le résumé de ce qu'on a fait la dernière séance en chimie. On va voir beaucoup plus de choses évidemment, donc essayez de maîtriser absolument, ne faites pas de fiches, voilà, tout est là. Donc apprenez bien ça par cœur et favorisez également la compréhension et retenez la particularité de l'eau qui est une espèce amphotère. Bon courage à tous, merci.